est avocate au barreau de Paris. Juriste en droit international et militante, elle s'engage pour la défense des droits humains, en particulier des peuples kurdes et des femmes au Moyen-Orient. En 1987, elle a dû fuir la Syrie alors qu'elle était recherchée. Elle est membre du conseil d'administration de l'Institut kurde de Paris et lauréate du prix État de droit 2026, décerné par l'Union internationale des avocats. Elle est aussi secrétaire générale de l'Organisation syrienne des droits de l'homme, fondée en 2013. Investie dans de nombreuses initiatives citoyennes et internationales, elle intervient régulièrement sur les questions de justice, de démocratie, de liberté fondamentale et toujours en faveur des droits des peuples opprimés. Elle enseigne actuellement les droits humains à la faculté de droit de l'université de Rojava. Donc actuellement, Celle qui est à gauche, on l'a pas vu, celle qui est à gauche. Bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir donné l'occasion de venir intervenir aujourd'hui devant vous. Merci à vos organisateurs. Merci surtout d'organiser cet événement ici dans ces montagnes qui me rappellent les montagnes de Kurdistan, lieu aussi de résistance. Je n'ai pas préparé un discours. J'ai essayé d'écrire quelque chose, mais j'arrivais pas parce qu'il y avait plein de choses à dire. Et je me suis dit, la meilleure chose, c'est de laisser mon cœur vous parler. En regardant vos yeux, j'aurai plein de choses à vous dire, surtout depuis la dernière fois que je suis intervenue l'année dernière. L'histoire de résistance, je ne sais pas si je suis tellement résistante. Tout est relatif. Parce que mon peuple kurde, parce que nos femmes kurdes ont tellement payé un tribut cher, tellement élevé pour la liberté du peuple kurde. C'est pourquoi, à côté de tout ce qu'on fait, on le sent illusoire, rien du tout. C'est pas à l'auteur de sacrifices qui ont été faits. Je suis née à Damas et je me sentais un peu tellement intégrée comme une arabe, une syrienne, n'importe qui, bien que je savais que nous étions d'origine kurde. Mon père et ma mère parlaient le kurde entre eux, mais jamais avec nous. Et moi, jusqu'à mon entrée à l'université, je ne parlais même pas le kurde. C'est à l'université où j'ai côtoyé d'autres étudiants qui sont venus de la région de Rojava, de Kamishli, de la région vraiment du Kurdistan syrien. Et avec l'échange avec eux, c'est là où j'ai compris le malheur de ce peuple, l'ampleur de la persécution subie par le peuple kurde dans les 4 parties de Kurdistan. Je ne veux pas vous raconter l'histoire, ni faire un exposé, mais des exemples vivants comme ça que j'ai vécu. Par exemple, j'étais en première année à la faculté de droit de Damas et j'avais un copain qui a terminé ses études et un jour il vient me demander « S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Viens avec moi. » Je dis « D'accord, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et bien, à l'époque, il n'y avait pas les portables, c'était en 82. Il n'y avait pas tellement de téléphones fixes, même en Syrie, dans toutes les régions, notamment dans la région kurde. Et ce camarade me demandait de venir avec lui au bureau de poste pour envoyer un télégraphe à son père et lui dire qu'il a réussi ses études et qu'il a eu son diplôme, ça y est, il est diplômé de l'université de Damas. J'ai dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Juste envoyer le télégramme à ton nom. C'est pas moi qui ai eu le diplôme. Il me dit oui, mais moi je peux pas envoyer parce que je n'ai pas d'identité, de carte d'identité. Ah, tu l'as oublié à la maison? Non, je n'ai jamais eu. Qu'est-ce que tu racontes?
Et là, il me montre un petit bout de papier où est écrit « Étranger n'a pas de registre dans le registre d'état civil syrien ». C'est ce que Et là, il m'explique qu'en tant que Kurde, il existe presque 500 000 personnes apatrides en Syrie à qui on a retiré la nationalité syrienne dans les années 60 et qu'aujourd'hui ces gens n'ont aucun papier, ni carte d'identité, ni passeport, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas. Il me dit, même quand on est malade, on vient dans la capitale, on ne peut même pas être à l'hôtel. Et aujourd'hui, je ne peux pas envoyer un télégramme à mon père pour lui annoncer parce qu'on me demande une carte d'identité. C'est à partir de ce moment où je me dis non, ça c'est l'injustice totale et je me suis engagée dans la cause kurde. C'était également l'année où il y a eu le coup d'état militaire en Turquie avec des arrestations terribles, des morts sous la torture dans la tristement célèbre prison de Diyarbakir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider ces gens clandestins qui ont fui la Turquie pour arriver en Syrie, que ce soit dans la traduction, dans l'aide financière, de les cacher parce que le service de renseignement syrien aussi les cherchait. Et depuis, on n'a pas arrêté. Mon arrivée en France, c'était après une manifestation en Syrie parce que le régime dictatorial d'Assad, père et fils, par la suite, on interdit la fête de Nowroz. Nous avons manifesté, nous avons osé manifester et demander juste de nous permettre d'aller chanter, de danser. Ce n'était pas de slogan politique, ce n'était pas une conférence politique, c'était une fête qui se passe dans de bonnes ambiances. Et le père Assad a envoyé ses soldats qui ont tiré sur nous en 86 avec des balles réelles sur les manifestants. Malheureusement, à l'époque, les Syriens, les partis politiques, personne n'a montré sa solidarité avec nous, avec les Kurdes. Il y a eu un autre soulèvement en 2004 contre le régime de Assad, fils cette fois. Et là également, il n'y avait pas une solidarité avec nous. Je ne reproche rien au peuple syrien. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas l'élan de solidarité. Mais ce régime, à travers 55 ans de dictature absolue, n'a pas du tout laissé émerger des forces politiques et des oppositions. À chaque fois qu'il y avait un opposant, on l'a liquidé. Donc, il n'y avait rien en Syrie. Et puis, la révolution syrienne. Je souligne bien la révolution syrienne. C'était une révolution. Ce n'est pas une guerre civile. Ce n'est pas un conflit armé. C'était une révolution contre une dictature qui a confisqué tous les droits fondamentaux de tout le peuple syrien dans toutes ses composantes, que ce soit arabe, sunnite et même alawites, des chrétiens, des druzes, de tout le monde. Donc la révolution s'est déclenchée et le Rojava a joué un rôle central dès le début de la révolution. On a œuvré pour la fraternité, la démocratie, l'état de droit, la reconnaissance des droits des minorités, les droits des femmes, le rôle des femmes dans les institutions et dans les cadres de l'État, dans les postes clés de l'État. Ça ne sert à rien de parler de l'égalité hommes-femmes si on n'offre pas aux femmes des postes clés dans l'administration et dans d'être dirigeants de l'État. On a marché pendant 1 ou 2 ans à construire un petit peu cela, et là, il y a eu l'attaque de Daesh, l'État islamique, contre la région kurde. On était là, par exemple, à Kobané, et on n'avait pas le luxe de fuir, de refuser le combat. C'était pas possible. On avait la Turquie, l'ennemi brutal du peuple kurde devant nous, et on avait Daesh
derrière nous. On n'avait pas le choix, c'était la résistance. Mais nous, la résistance, on l'aime. On sait résister, on a toujours résisté depuis une centaine d'années. Et on a résisté héroïquement. Les combats, le Kobané est devenu Stalingrad. Et la coalition internationale, la communauté internationale a décidé finalement de nous aider parce qu'ils ont vu avec quelle force nous avons résisté à cette barbarie. Là où l'armée irakienne à Mossoul, en 3 jours, ont évacué les villes et les places, nous, avec des petites jeunes filles qui n'avaient jamais porté les armes, avec des populations, des vieillards qui ont pris les kalachnikovs, nous avons résisté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était convaincus idéologiquement que c'est les barbaries, c'est le contraire de nous, et que nous étions sur notre terre et nous devons résister pour la maintenir. Et nous avons réussi et on a eu, ce qui nous a aidé le plus, c'est cet élan de solidarité internationale. À travers tous les peuples du monde, je n'ai jamais vu peut-être un peuple aussi soutenu que le peuple kurde dans sa résistance contre les barbaries de Daesh. Et ça, c'était extraordinaire. Nous avons bâti un modèle, et vraiment, je ne le dis pas pour faire, ce n'est pas un propagande, je ne suis pas en train de vendre un produit commercial, mais nous avons bâti dans le Rojava un modèle unique dans le Moyen-Orient, où les femmes avaient le poste clé. Il n'y avait pas juste la parité, il y avait aussi la discrimination positive. Dans beaucoup des domaines, elle avait 52%. Ce n'est pas la moitié, plus que la moitié. C'était le féminisme institutionnel. Nous avons donné l'occasion à toutes les minorités et les peuples de la région de l'enseignement dans leur langue d'origine. Les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Assyries, les Tcherkesses. Les chrétiens ont ouvert leur église, ils pratiquent en toute liberté leur culte, et les jeunesses kurdes dans les écoles, dans les universités, étudiaient avec la langue kurde. Je suis partie voir le Rojava. La première fois, c'était en 2018, après la libération de Al-Raqqa, qui est intervenue bien sûr en octobre 2017. Et là, l'État, prétendu État islamique, n'avait plus en capitale le Raqqa. Et j'étais surprise de voir. Ce n'est pas, je ne parlerai pas de la destruction qui était là, ni de ce qui a été construit par les Kurdes, mais des gens. J'ai rencontré des jeunes femmes mutilées de guerre, des jeunes filles de 17 ans, de 18 ans, des gens qui ont perdu un frère ou une sœur à l'âge de 14 ans alors qu'ils combattaient à Kobané. J'ai vu plein de gens là, et quand je demandais « vous faites quoi ?» Ben rien. On a fini, on a libéré Al-Raqqa, et puis, vous ne faites pas des études? Non, on a interrompu nos études. Mais pourquoi? Oui, maintenant, il y a une université à Rojava, mais en fait, on n'a pas de personnes qualifiées pour l'enseignement. Les bourgeois, les professeurs, les compétents ont fui la guerre, ils sont partis. Et il reste les résistants. Et c'est une université qui n'est pas reconnue ni au niveau syrien ni au niveau international. Donc on va étudier plusieurs années pour avoir un diplôme qui n'est pas reconnu. Et donc voilà, on n'est pas tellement motivé. Alors j'ai pris la décision. J'ai fermé mon cabinet à Paris. Alors que le travail que je faisais ici, je suis spécialisée dans le droit d'asile. Quand je suis arrivée en France, je pensais, on m'a conseillé, parce que j'ai un biculturel arabe et franco-arabe juridique, de travailler dans l'arbitrage international en me disant, si tu te spécialises dedans,
il y a l'arbitrage et il y a les contrats avec les pays des Golfe, les contrats de gaz, de pétrole, de gagner énormément d'argent. Je suis idiote, je ne suis pas tellement motivée. J'ai choisi de faire le droit d'asile. Et je défendais toujours le droit des demandeurs d'asile kurdes. Mais à travers chaque personne que j'ai défendue, c'est la cause de mon peuple que j'ai défendu. Et je me trouvais là, à ma place. J'étais épanouie et tellement bien dans mon travail. Mais quand j'ai vu ces jeunes de Rojava, je dis dans l'ordre de priorités, il y a des priorités, et il y a des priorités encore plus. Et ces jeunes aujourd'hui sur Rojava ont besoin de moi. J'ai fermé mon bureau et je suis allée là-bas enseigner les droits de l'homme à la faculté de droit de Rojava. Parce que j'ai eu conscience aussi, malgré tout ce qui était bien, on manque encore, rien n'est complet, rien n'est parfait. Et que ces jeunes ont vécu dans la persécution, dans les tyrannies, dans les têtes coupées, dans l'urgence, dans l'arrestation, le non-respect de droits, et qu'ils avaient besoin quand même, eux aussi, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire le respect des droits de l'homme. Vous avez des prisonniers de Daesh, très bien. Ce sont des barbares, oui. Ce sont vos ennemis, oui, mais ils ont des droits. Et vous devez respecter leurs droits. Vous ne pouvez pas les maintenir en détention à l'infini. Vous devez leur faire un jugement, un procès équitable. Vous ne pouvez pas les torturer, même s'ils étaient eux qui ont coupé la tête de vos frères. Donc, c'est pourquoi je suis partie là-bas. Je termine juste pour vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'interroge sur toutes ces acquis. On en est où? Et je suis triste profondément, mais pas désespérée. Parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Ahmad al-Shara, l'ancienne Djolani, malheureusement, la communauté internationale nous a relâchés. On nous a tordu le bras et nous ont forcés à faire des accords avec lui. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. On ne pouvait pas rester dans un statu quo comme ça jusqu'à l'infini. Il faut que le peuple syrien a sa stabilité, son gouvernement, qu'il souffle. Ce peuple a tellement souffert le martyre. Mais si c'est pour remplacer une dictature laïque par un islamiste, depuis son arrivée, il a attaqué les Alavites, les Druzes, les chrétiens, les femmes sont arrêtées, pris comme esclaves sexuels, et maintenant on s'attaque. Au Rojava, on a attaqué dans les quartiers kurdes, vous l'avez suivi peut-être, mais tout ça, c'est rien aujourd'hui. Quand je suis allée au Rojava enseigner les droits de l'homme, personne ne parlait l'arabe, toute cette génération. Et je peux dire fièrement, je suis la première à enseigner le droit de l'homme en kurde. Aujourd'hui, même cette reconnaissance de langue est menacée avec le régime. Je peux vous dire qu'on a presque tout perdu. Et les Américains nous ont obligés. Et Trump nous a forcés. Trump a oublié tout le sang qui a été versé dans le Kurdistan pour qu'on aboutit. Aujourd'hui, on est en train de résister de nouveau pour qu'on puisse encore mettre un panneau sur le palais de justice à Hasake avec une petite écriture en kurde qui traduit le palais de justice. On est à ce point. Mais comme il a été dit tout à l'heure, la liberté n'est jamais acquise, la résistance ne s'arrête jamais. On a toujours résisté et on résistera encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo! Bravo!